Merci de me donner la parole. Voilà, comme je vous le disais en introduction, moi je voulais vous décrire un petit peu ma démarche et puis dans le cadre de cette intervention sur les liens art-sciences tel que ça a été présenté en introduction, voilà, vous donner un exemple de la manière dont des connaissances peuvent se créer au sein de groupes de co-création. Donc ça fait à peu près une quinzaine d'années, un peu plus, que je mène une pratique artistique qui prend la forme d'expérience avec des personnes que je rencontre dans des cadres institutionnels divers, des centres sociaux, des CMPP, des écoles, des foyers logements, des associations. Ce travail artistique est accompagné aussi d'un travail universitaire que j'entends comme recherche-création. Donc, pour situer un peu d'un point de vue chronologique cette démarche, il y a un moment qui a été important pour moi dans l'initiation de cette recherche, c'est après la soutenance de mon doctorat en 2008, Céline Poulain, qui est une complice de recherche depuis cette époque, qui est actuellement en charge de la direction du CAC Bretigny, un centre d'art à Bretigny, m'avait invité à faire un atelier avec des personnes âgées et des enfants dans un foyer logement accompagné par un CMPP, donc un centre médical psychopédagogique. Et donc cette expérience intitulée Nouement, en référence à Fernand Deligny, et qui a duré pendant 3 ans, m'a conduit à prendre conscience qu'en fait ces espaces artistico-pédagogiques dans lesquels on invitait souvent les artistes à proposer des ateliers, donc artistico-pédagogiques, pouvaient vraiment être le lieu de création et non pas seulement un lieu d'animation. Ça a eu un impact fort en fait dans ma pratique, puisqu'à partir de ce moment-là, de manière générale, les invitations qui me sont faites à travailler sur des temps longs se font par l'intermédiaire des personnes qui sont en charge des questions de médiation, mais dans une perspective de commissariat d'exposition hors les murs. Voilà, enfin, c'est le vocabulaire qu'on emploie dans l'art contemporain, ou le bureau des publics, par exemple. Et donc, à partir de ce moment-là, ma recherche a consisté à essayer de comprendre ce que les gestes qui étaient portés par l'artiste dans ces contextes-là, c'est-à-dire tout le long de coopération avec les personnes impliquées, qui ne se définissent pas comme artistes au préalable, faisaient à la création, mais aussi à la relation qui se tissait. Donc cette recherche a aussi pris la forme... donc je continue d'introduire. Je vais partager mon écran. A aussi pris la forme en 2019 de l'édition de cet ouvrage qui s'appelle Co-création, que j'ai donc co-dirigé avec Céline Poulain, que j'évoquais tout à l'heure, et Stéphanie Hérault, qui était alors en charge de l'action culturelle au MACVAL, donc un musée à Vitry, musée d'art contemporain à Vitry-sur-Seine en banlieue parisienne, et qui rencontre voilà, d'une recherche menée autour de l'héritage de l'éducation populaire dans ses pratiques de co-création, de coopération, de collaboration, engagée dans le champ social, donc qui avait fait l'objet d'un séminaire à Paris 8, de 2 journées d'études en 2015 et 2017 au MACVAL et à Bretigny, et une exposition. Et donc, dans ce livre, je vous dis juste en 2 mots, et il est structuré en 5 chapitres, parce que je pense que ça fait sens par rapport à notre objet d'étude aujourd'hui, en 5 chapitres qui sont conversation, collectif, éducation, vulnérabilité et évaluation. Et donc, il comprend 17 contributions de différentes personnes venant de différentes disciplines, et on a également traduit en fait un texte de Grant Kester, donc ce critique et historien états-unien qui travaille sur les œuvres socialement engagées et les œuvres de conversation. Donc pour être plus précise encore sur la nature de la forme de collaboration, en général je m'appuie sur la nomenclature de Pablo Helguera, qui est artiste, médiateur aussi, et qui définit en fait les formes de participation en 4 volets. Et donc je me reconnais le plus dans la 4e, qui est le visiteur. Donc alors là il y a un problème de vocabulaire, c'est-à-dire que
en réalité, ça n'est plus un visiteur, mais le visiteur partage la responsabilité du développement de la structure et du contenu de l'œuvre en collaboration et en dialogue direct avec l'artiste. Donc si on a choisi le terme de participation, enfin pas choisi le terme de co-création et pas de participation, c'était aussi pour se détacher de l'histoire de l'art participatif tel qu'il est porté en France par la figure par exemple de Nicolas Bourriaud. Et ça, je voulais juste montrer très rapidement parce que je trouve que c'est un tableau qui est vraiment incroyablement intéressant, que j'ai découvert il y a très très peu de temps, en fait il y a quelques jours, et qui a été fait par 3 chercheuses canadiennes, québécoises, et qui travaillent sur l'art participatif, mais plutôt du point de vue de la médiation, et du coup, en général, on ne fait pas vraiment le lien, on a plutôt tendance à distinguer ces pratiques qu'à essayer de les relier. Et donc, voilà, la partie co-création correspond également à ce que Pablo Helguera décrit et ce vers quoi je tends, donc où le participant est co-auteur, où l'auteur, donc c'est le collectif de participants incluant l'artiste, où le cadre de la participation est la délibération ouverte, un cadre négocié collectivement, et où l'apport des participants est aussi bien sur les questions de modalité, de dispositifs, de contenu, que de distribution de l'œuvre, de l'exposition, ou du travail, ou de l'expérience. Voilà, donc c'était une introduction que je voudrais simplement conclure en disant que moi, ce travail-là de pratique, en fait, je vais partager l'écran, je vais faire des va-et-vient parce que sinon, je trouve que c'est pas forcément facile d'être toujours devant un écran partagé. Que j'envisage dans une perspective écosophique, donc qui rejoint certaines préoccupations qui ont été tout à l'heure mentionnées par Maud Le Floch, c'est-à-dire à la fois dans une perspective d'écologie sociale, et il me semble que les pratiques coopératives participent de cette écologie sociale, une écologie psychique, puisque le fait d'être à faire de l'art, ou en tout cas à mener des expériences dans une perspective artistique avec d'autres personnes, nous donne à voir en fait la non-fixité de nos identités et la mobilité de nos subjectivités, et dans une perspective d'écologie environnementale. Donc écosophie, ça regrouperait ces 3 aspects, social, subjectif et environnemental, et puisque le faire commun, qui est le moteur de ces pratiques coopératives, sont faits dans une perspective de préservation et de sauvegarde de nos biens communs, où du coup la question de la coopération s'étend non plus à la simple coopération entre humains, coopérateurs, coopératrices, mais avec les non-humains. Et donc là, je retiens ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait de considérer ou encore de porter attention. Donc les spécificités du coup, ce serait que cette coopération sociale, elle mène vers le commun, et donc elle applique un groupe qui ne soit pas au préalable, qui n'a pas forcément au préalable quelque chose en commun, mais bien que ce groupe soit un groupe hétérogène, que le travail s'inscrive vraiment dans la durée. C'est quelque chose qui me semble fondamental pour que à la fois la relation et les formes puissent naître. Qu'au départ, le projet est indéterminé, c'est-à-dire qu'il ne s'agit finalement pas d'un projet, mais d'engager un processus qui va, dans son déroulement, progressivement se déterminer. Ça suppose aussi de croire en l'égalité des intelligences, telle que le définit Rancière, c'est-à-dire qu'on est égal en intelligence, je pense que c'est assez clair, et aussi que la fonction artistique ne se superpose pas au statut, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a le statut d'artiste qu'on est seul porteur de la fonction artistique dans un groupe, au même titre que, par exemple, en psychiatrie institutionnelle, qui est un peu le champ de référence avec la pédagogie institutionnelle qui m'intéresse beaucoup, dans un hôpital psychiatrique qui travaille en psychiatrie institutionnelle, le médecin n'est pas le seul porteur de la fonction soignante. L'infirmier, l'infirmière, toutes les personnes qui gravitent autour des patients et les autres patients eux-mêmes ont une fonction soignante pour le collectif et pour chaque individu qui le compose. Voilà, je continue ma petite liste.
La suite de la petite liste, ça a été évoqué aussi un petit peu tout à l'heure, c'est la question de la fiction institutionnelle, mais c'est pas exactement comme ça en tout cas que moi je le formule, puisque c'est pas la même chose finalement, mais ça rejoint cette question institutionnelle, c'est plus la question de l'invention institutionnelle. C'est-à-dire que l'idée c'est que ce collectif-là, il puisse essayer de créer, enfin de proposer des gestes instituants qui transforment nos façons de faire habituellement. Donc ça, il faudrait que je rentre plus dans le détail. Pour l'instant, je le lance comme une bouteille à la mer. Et puis le partage des savoirs et des savoir-faire et la construction d'un savoir commun. Je vais vous partager de nouveau mon écran pour rentrer plus dans le vif du sujet avec le projet Le Pain commun. Donc ce projet, le Pain commun, j'aimerais l'aborder, enfin vous le présenter, et aussi voir comment, dans ce rapport art-science, au fond, la question qui me semble centrale, je la reprends aux autrices du livre Le chercheur et ses doubles, et ça a été évoqué en introduction aussi, c'est que c'est pratique si on part du principe que la recherche-création existe et est productrice de savoir. Elle pose aussi la question des conditions de l'émergence et de la production de ce savoir lui-même. Et là, ça se fait en extradisciplinarité, c'est-à-dire aller chercher dans d'autres disciplines et les ramener dans le champ de l'art pour voir comment ça modifie nos façons de faire, ou même d'indiscipline, c'est-à-dire essayer de voir en amont de la distinction des disciplines elles-mêmes. Donc c'est un groupe qui a été créé en 2018 à l'initiative d'un centre d'art qui m'a invité à faire une résidence dans ce centre d'art, Synesthésie, à Saint-Denis. Et le groupe s'est constitué à partir d'invitations que j'ai déposées dans la ville, dans des endroits divers et variés de la ville. Et donc le groupe s'est constitué de personnes volontaires qui étaient curieuses et qui souhaitaient venir, tel que c'était écrit sur l'invitation, boulanger ensemble, partager des savoir-faire sur le pain. Le groupe s'est progressivement stabilisé et 8 personnes environ se sont réunies. Et donc, on voit que même une petite fille était parmi nous et que les âges des femmes qui composent ce groupe étaient très divers. D'ailleurs, donc c'est un groupe exclusivement composé de femmes. Et donc cette diversité, on a souhaité toujours la porter aussi, et donc ça c'est un pain qu'on a réalisé, une poupée à plusieurs têtes, et qui montre que même si on est un groupe, en tout cas qu'on est en devenir groupe, on continue d'avoir chacune une singularité et des têtes différentes. Donc dans cette expérience, il y a une dimension de coéducation, même si elle n'était pas centrale au départ, il me semble qu'il y a vraiment une interaction très forte entre co-création et coéducation. L'objet du travail, donc comme je vous l'ai dit, c'était de boulanger ensemble, mais ça se passait en 2 temps. Dans un premier temps, donc, on faisait des recettes qu'on partageait et on apprenait au fond ensemble grâce à ça. Aucune de nous n'était professionnelle et certaines faisaient leur pain chez elles en amatrice, mais guère plus. Et dans le second temps, on allait à la rencontre de professionnels qui avaient des démarches qui nous intéressaient, de faire pousser le grain à distribuer le pain, donc dans toute la chaîne de production du pain. Et donc, pendant 2 ans, nous sommes allés comme ça progressivement à la rencontre de diverses personnes. Alors par exemple des boulangers qui travaillent sans pétrissage, en réfléchissant aux heures de travail, de leurs heures de travail, engagés aussi politiquement sur par exemple l'établissement de pain solidaire ou l'autogestion de boulangeries bio avec des salaires égaux. Des agriculteurs en Île-de-France qui travaillent en biodynamie ou avec des blés paysans, c'est-à-dire des blés qui sont recréés à partir de banques de semences qui avaient été conservées à l'INRA, puisque beaucoup de blés en fait, qui étaient cultivés avant les années 50 ont disparu. Et pour des questions d'homogénéisation et d'usage du tracteur de mécanisation. On a regardé des films, on a invité des personnes à nous parler, on est allé à Marseille. C'est la photo qui est là, voir les pains figuratifs conservés à Marseille au Mucem.
Le pain qui est au-dessus, c'est un pain qu'on a fait avec une artiste argentine qui avait fait tout un travail sur boulangerie et anarchisme en Argentine et qui avait été invitée au Palais de Tokyo. Et puis nous avons fait des lectures aussi en pétrissant, des lectures écoféministes, là en l'occurrence. Voilà la photo de Marseille, les vues des pins figuratifs qu'on a pu y voir, et là vous reconnaissez la femme à plusieurs seins, mais ici une seule tête qui nous a beaucoup inspiré, qui est un pain italien, et qui nous a aussi conduit du coup à diversifier nos façons de faire du pain. Donc là, voilà certaines de nos réalisations, à savoir qu'on mange le pain qu'on fait à chaque fois, donc il ne reste que les photos. Et puis nous sommes partis également à Souvigny, qui est une petite ville, un village à côté de Moulins, en Auvergne, pour réaliser un four à pain. Donc ça, c'était aussi un moment très important, four à pain que nous avons cuit dans le cadre d'une exposition du pain sur la planche qui a eu lieu à la ferme du Buisson il y a 1 an et demi. Et en fait, ce premier four est un prototype dans la perspective de construire un autre four, cette fois à Saint-Denis. Mais alors, la pandémie a retardé considérablement notre processus, mais à la suite de l'invitation de synesthésie qui durait 1 an, en fait, institutionnellement, donc on n'a plus de soutien au bout d'1 an, enfin, ça a été décidé comme tel. Et donc la question s'est posée de continuons-nous quand même sans support institutionnel, sans accompagnement? Et il a été décidé que oui, nous souhaitions continuer, et donc on a cherché une manière de faire. Et donc on a soumis un projet de budget participatif, donc non, budget citoyen à la ville de Saint-Denis, et les citoyens, donc pour construire ce four, un four sculpture, et les citoyens de Saint-Denis ont voté pour notre projet, entre autres. Et donc voilà, il y a ce projet qui est encore sur le feu, si je puis dire. Et dans l'exposition du pain sur la planche, tout le travail autour de la boulange s'est poursuivi, mais dans une perspective tout à fait différente, parce que pendant 1 an, donc, on était dans un centre d'art, après on a été nomade, et même au fond, quand on était dans le centre d'art, on était déjà plutôt nomade. On circulait d'une AMAP à une amicale des locataires, une épicerie coopérative, un centre social coopératif également. Et donc là, il fallait déplacer cette expérience dans le centre d'art. Donc beaucoup de questions se sont posées sur comment ce processus ne se fiche pas dans le cadre d'une présentation publique, qui présente plutôt des objets. Et donc la résolution du problème, en quelque sorte, si on peut dire que c'est un problème, était de construire ces pétrins qui sont comme des établis pour continuer de boulanger ensemble, et donc qui sont mobiles, qui peuvent être agencés comme l'on souhaite, en fonction de la manière dont on souhaite boulanger ensemble, avec la possibilité de les réunir en rond, réunis par des coudes, donc qui sont ces articulations qu'on voit entre chaque pétrin, et sur chacun, il y a une photographie qui représente un pain qui fait sens dans l'histoire de nos activités. Et donc, par exemple, une activité du pain commun déplacée dans l'exposition, ça a été de travailler, d'inviter Christine Armango, qu'on voit ici et là, qui est l'anthropologue qui a réuni les pains figuratifs du MUSEM, et Delphine Sicard, qui est microbiologiste et qui travaille sur la biodiversité des levains dans les fournils de paysans boulangers, à venir nous parler de leurs recherches en faisant du pain ensemble, c'est-à-dire que tous les invités qui participaient à cette journée, la conférence pétrissante a duré 1 journée, en fait c'était le temps aussi de la levée d'un pain au levain qui dure plusieurs heures, et donc la parole, échanger, les savoirs transmis se faisaient au-dessus de la création de cette femme debout, qu'on voit derrière, avec la photo de groupe de ceux qui avaient bien voulu rester jusqu'à la fin de la journée. Je voulais peut-être dire 2 mots sur le levain, mais je crois que je ne vais pas le faire. Je vous montre juste quelques images, parce que je crois que le temps passe.
Mais vous dire aussi qu'il y a quelque chose d'important dans cette pratique, c'est aussi, et dans d'autres expériences que j'ai eues au préalable, c'est la question de donner à voir le processus et le partager pour faire recherche aussi. Et donc, j'ai publié plusieurs journaux de travail. Et là, en l'occurrence, c'est le journal du pain commun, le journal commun que nous avons exposé dans l'exposition et qui était consultable non pas uniquement sur le mur comme ça où la lecture n'est pas forcément évidente, mais aussi sous forme d'édition, qu'on a imprimé aussi sur place puisqu'il y avait un lieu dédié à l'imprimerie dans l'exposition. Et donc, c'est un journal écrit à plusieurs mains qui raconte le processus. Et également, un autre, toujours en lien avec le pain commun, une autre édition qu'on a fait avec deux des personnes qui ont participé à une résidence où on m'avait invité l'été dernier dans le Lot, à la Maison des Arts de Cajar, Maison des Arts Claude et Georges Pompidou. Et où l'expérience du pain commun s'est poursuivie, et où toujours il y avait l'idée comme ça de conserver une trace du processus et des recherches pour pouvoir ensuite les partager et poursuivre la recherche vis-à-vis des gestes et des relations qui se tissent pendant cette pratique collaborative. Donc je pense qu'on sent bien le lien qui s'établit entre co-création et coéducation à cet endroit-là. Et cette attention à ces liens coéducation, co-création vont faire l'objet d'une publication en octobre dans un livre qui s'appelle « Inventer l'école, penser la co-création », en lien cette fois avec une recherche en parallèle de celle qui se mène avec le pain commun sur des écoles ouvertes qui, dans les années 70-80, ont existé en France et ont fait l'objet d'un accompagnement institutionnel pour repenser les modalités éducatives, surtout dans le secondaire, visant à lutter contre l'échec scolaire, et où justement des dynamiques de coéducation étaient mises en œuvre et beaucoup de liens existent avec les pratiques artistiques participatives entendues comme de co-création. Merci beaucoup. Merci, j'espère ne pas avoir été trop rapide. Non, c'est très bien. Merci beaucoup, Marie. Je voudrais juste faire une petite remarque. C'est plus une remarque qu'une question. C'est de mettre en relation ce que Marie a dit au début de son intervention sur les différents modes de la participation, dont on peut toujours discuter, mais qui est en même temps une bonne façon de poser la question essentielle, qui est ce qu'on entend par participation. Est-ce qu'on entend un mode de communication, ou est-ce qu'on entend un questionnement des processus même de la production? Et je pense que ça, c'est très important. Et je voudrais mettre en relation ça avec ce qui est dit à la fin, c'est-à-dire la remise en question de cette vieille tradition de notre culture artistique entre ces deux versants, de la production de l'œuvre d'un côté et d'un autre côté de sa réception, de sa mise en public, c'est-à-dire de ce qui tourne autour de l'objet d'art en tant qu'il a créé deux faces. La face cachée qui est celle de sa production et la face visible qui est celle de sa réception et du rapport au spectateur, et comment dans le processus qui est décrit, cette double face éclate au profit d'un processus et d'une expérience dont tous ces éléments ne sont jamais que des étapes et ne sont jamais que des moments qui structurent une réflexion autour des pratiques. Et ce qui me semble très intéressant, c'est effectivement cet accent sur la notion des pratiques et sur la façon dont la pratique est porteuse à la fois de savoir, c'est-à-dire de modules transmissibles, de formes transmissibles, et à la fois de singularité, et comment ce qui se rencontre, c'est à la fois ces formes du savoir et ces formes de la singularité. Voilà.